Le 4 juin 2025, une unité spéciale du Federal Bureau of Investigation, FBI, a soudainement perquisitionné le luxueux penthouse de Justin Dior Combs, situé dans le quartier de Beverly Grove à Los Angeles. En moins de 20 minutes, l'ensemble du 30e étage où réside le fils aîné du magnate Sean, Diddy, Combs a été complètement bouclé. Ce que le FBI a découvert sous le parquet en noyer du bureau de Justin était bien plus qu'une simple preuve ordinaire dans le cadre d'une enquête. Cela a servi de signal d'alarme quant à l'existence d'un système puissant opérant silencieusement derrière la façade scintillante de l'industrie du divertissement depuis des décennies. Un sous-sol caché, un disque dur contenant des séquences vidéo sensibles, de fausses cartes d'identité et une pile de documents financiers suspects se sont réunis pour former une image vivante d'un réseau clandestin méticuleusement organisé. Justin n'est plus une figure périphérique. Il se trouve désormais au cœur du conflit, où chaque décision qu'il prend pourrait potentiellement changer le cours de l'affaire. Et surtout, le FBI estime que ce n'est pas encore la fin, mais seulement le début. L'histoire entre tout juste dans son premier chapitre. Première partie, le dossier de Justin Combs. Avant que le FBI ne frappe de manière inattendue à la porte du penthouse de Justin Dior Combs, presque personne ne croyait qu'il pouvait être directement impliqué dans une quelconque activité criminelle organisée. En tant que fils aîné de Sean, Diddy, Combs, le magnate de la musique et du divertissement qui contrôlait autrefois une série de marques valant des milliards de dollars, Justin a longtemps été décrit par les médias comme le bon fils au sein d'une famille marquée par les turbulences. Avec sa belle apparence, sa solide éducation et son casier judiciaire vierge de tout scandale, il était autrefois considéré comme le modèle idéal d'un héritier moderne, positif, sans scandale et bien élevé. Justin était déjà apparu dans les campagnes Dolce & Gabbana, avait pris la parole lors de divers événements caritatifs et avait même reçu un diplôme honorifique de l'UCLA pour ses contributions aux initiatives médiatiques soutenant la communauté étudiante noire. Mais derrière cette façade glamour se cachaient des détails qui ont commencé à apparaître discrètement dans les rapports internes du FBI à partir d'avril 2025, lorsque l'enquête sur Diddy s'est élargie pour inclure les comptes et transactions financières connexes. L'agent Marcus Helley, analyste financier de l'agence en charge de l'affaire RICO, a été le premier à entourer le nom de Justin Dior Combs d'encre rouge. Dans une note datée du 12 avril, Helley écrivait « Les revenus déclarés ne correspondent pas au total des actifs sous le nom de Justin. Des transactions partagent des adresses IP avec Diddy, mais sont effectuées via des portefeuilles de crypto-monnaies différents. Il ne s'agit plus d'un simple lien. Il pourrait très bien être un lien clé que personne n'a remarqué. » Cette évaluation a conduit le FBI à formuler une hypothèse critique, soit Justin détient des actifs au nom de son père, à la manière d'un gardien dans les organisations criminelles financières, soit il participe activement au réseau. Et dans les deux cas, l'exécution d'un mandat de perquisition d'urgence est devenue inévitable. Lors de la recherche initiale, le FBI a découvert des liens financiers suspects entre Justin et un fonds fiduciaire nommé Orion International, une entité enregistrée aux îles Caïmans, un endroit connu pour ses politiques strictes de protection de l'identité. Notamment, le 21 mars 2025, quelques jours seulement après l'arrestation de Diddy à Miami, Orion a reçu un virement bancaire de 5,2 millions de dollars. Les relevés bancaires obtenus par le FBI contenaient une signature électronique JDC et ont été retracés jusqu'à un appareil précédemment connecté au réseau Wi-Fi de la résidence de Justin. De plus, un portefeuille Ethereum lié à un portefeuille froid étiqueté juste 37X a été utilisé pour transférer 1,66 million de dollars vers une plateforme appelée MirrorDoor, un marché de contenu numérique non censuré accusé d'héberger du matériel illégal. L'enquête ne s'est pas arrêtée là. Des images de surveillance de l'intérieur du manoir, Didier O'Mills, recueillies lors d'un raid précédent, ont capturé un moment particulièrement significatif. Justin apparaît au sous-sol à exactement 3h11 du matin, le 15 mars, heure présumée d'une transmission impliquant un grand volume de données et de documents confidentiels déplacés hors de la maison principale avant l'arrestation de Diddy. Dans la vidéo, on voit Justin portant une casquette noire, un sweat à capuche gris et traînant une grande valise alors qu'il sort du sous-sol. Aucune caméra n'a enregistré où la valise est allée par la suite. Ce seul acte a poussé le FBI à émettre un mandat de perquisition d'urgence, car, du point de vue de l'enquête, ce que Justin a fait allait bien au-delà d'une simple implication fortuite. Dans les affaires de blanchiment d'argent, les suspects se cachent souvent derrière des entités écrans. Mais ici, toutes les pistes financières mènent directement à Justin utilisant son vrai nom. L'analyse du groupe de travail du FBI a montré qu'au moins 3 virements bancaires majeurs depuis 2023 provenaient de la même adresse IP correspondant à l'emplacement du penthouse de Beverly Grove où réside Justin.
Un détail particulièrement troublant pour le FBI était les liens troubles de Justine avec plusieurs personnes ayant assisté aux fêtes privées de Didi, notamment Cassie Ventura, mannequin et chanteuse, qui était la principale plaignante dans un procès civil pour abus physiques fin 2023. Un email crypté récupéré sur un vieux disque dur au domicile de Didi comprenait la phrase suivante: « JC conservera le fichier vidéo, je ne veux pas que quelqu'un d'autre soit impliqué. » Ce message a été envoyé depuis un compte interne de Revolt TV, une société de médias fondée par Didi lui-même. Une autre partie de l'enquête suggère que Justine aurait pu assister, voire co-organiser, plusieurs séances secrètes de « fric » à Miami, qui serait le cadre de clips cryptés. La police de Miami a confirmé avoir repéré Justine au moins 2 fois lors de raids précédents, mais n'a pas pu procéder à une arrestation en raison de preuves insuffisantes. Néanmoins, le FBI réexamine actuellement toutes les données de surveillance de la zone de Beacle à Miami pour retracer les mouvements de Justine aux dates concernées. Avec toutes ces preuves qui s'accumulent, le dossier de Justine a été officiellement séparé de l'affaire principale de Didi à partir de début mai. L'équipe juridique du FBI a attribué un nouveau code d'enquête nommé JDC 721R. Une source du ministère de la Justice a révélé que la séparation de l'affaire marque la première étape vers la possibilité de poursuivre des accusations criminelles contre Justine de manière indépendante, non pas en tant que personne accidentellement connectée, mais en tant qu'entité juridique qui pourrait faire face à des accusations fédérales spécifiques. Cependant, la plus grande question reste en suspens: si Justine fait vraiment partie de cette opération, qui essaie-t-il de protéger? Est-ce son père biologique lui-même? Ou bien détient-il un atout secret qu'il attend pour conclure l'accord final? Le matin du 4 juin 2025, alors que l'équipe d'enquêteurs entrait dans le Penthouse de Justine à Los Angeles, la scène à l'extérieur était complètement silencieuse et tout à l'intérieur était si impeccablement rangé que personne n'aurait pu soupçonner que quelque chose d'inhabituel s'était produit là-bas. Chaque objet de la maison avait été méticuleusement disposé, du bureau placé soigneusement près de la fenêtre au luxueux casier à vin placé à côté de la cheminée. Tout respirait le style de vie d'un jeune homme sortant d'un monde d'extravagance, avec un goût pour l'ordre et une profonde conscience de maintenir une image personnelle soignée. Cependant, les agents n'étaient pas là pour admirer la décoration intérieure. Ils étaient venus pour tracer des types de fractures qui ne sont pas visibles à l'œil nu. À ce moment-là, Justine n'était pas à la maison. Selon un programme confirmé par son assistant personnel, il était à New York pour assister à une séance photo de mode. Il s'agissait peut-être simplement d'une coïncidence ou peut-être d'un arrangement calculé. Personne ne pouvait le dire avec certitude. Néanmoins, l'absence de Justine s'est avérée être un avantage inattendu, permettant à la recherche de se dérouler sans heurts. L'équipe technique a immédiatement déployé des appareils à résonance magnétique et à ultrasons pour scanner l'ensemble de l'appartement. Ces outils sont spécifiquement conçus pour détecter les cavités cachées, les coffres-forts muraux ou toute zone qui aurait pu être modifiée mais qui n'apparaissait pas dans les plans architecturaux d'origine. Un technicien a détecté une étrange réponse acoustique sous le plancher en bois du bureau, la pièce où Justine tenait souvent des diffusions en direct et des réunions virtuelles. À l'œil nu, la pièce semblait tout à fait normale: éclairage jaune doux, fauteuil en cuir italien haut de gamme, livres soigneusement classés par ordre alphabétique. Cependant, le sol au centre a réagi différemment lorsqu'il a été examiné avec l'équipement. Lorsque le grand tapis recouvrant le centre de la pièce a été retiré, l'équipe technique a rapidement repéré une section de bois qui avait été hermétiquement scellée, mais qui n'était pas complètement alignée avec le sol environnant, montrant des signes d'avoir été retirée et réinstallée à la hâte. Ils ont utilisé des outils spécialisés pour ouvrir le panneau de bois. En dessous, se trouvait une fine feuille de métal, non fixée, qui ne faisait manifestement pas partie du revêtement de sol d'origine. Alors que l'équipe soulevait le panneau, tout le monde est devenu complètement silencieux. Un escalier étroit se révéla peu à peu, menant à un espace exigu juste assez grand pour que 2 personnes puissent se tenir dos à dos. Ce n'était pas exactement un sous-sol au sens traditionnel du terme. Il s'agissait plutôt d'un compartiment secret, construit manuellement, entièrement insonorisé et dépourvu de tout plan ou permis de construire en possession du FBI. À l'intérieur, l'atmosphère était étouffante, faiblement éclairée par une seule ampoule à filament pendante qui projetait une faible lueur jaunâtre. Au bas de l'escalier se trouvait un grand coffre-fort à côté d'une table en métal sur laquelle étaient éparpillés divers objets personnels. Personne n'a dit un mot. Tout le monde a immédiatement compris qu'il s'agissait de bien plus qu'un simple local de stockage privé. Lorsque le coffre-fort a été ouvert, la première chose qu'ils ont trouvée était une pile de documents scellés dans du plastique contenant plusieurs cartes d'identité avec la photo de Justine, mais des noms entièrement différents. L'un portait le nom Eric L.
Un autre disait « Jordan Bishop ». Chaque pièce d'identité comprenait un numéro de sécurité sociale, des codes de dossier médical et des signatures si habilement falsifiées que, sans une inspection minutieuse des moindres détails, on pouvait facilement les confondre avec des documents légitimes délivrés par le gouvernement. Le fait qu'un jeune homme célèbre sans casier judiciaire soit en possession de plusieurs cartes d'identité alternatives a soulevé de très sérieuses questions parmi les enquêteurs. Justin fuyait-il quelqu'un ou aidait-il quelqu'un d'autre à rester caché? Peu de temps après, ils ont découvert un disque dur externe, le type généralement utilisé pour stocker de grandes quantités de vidéos ou de données. Pas de mot de passe, pas de cryptage. Une fois connecté à l'ordinateur médico-légal dédié de l'équipe, une liste de 47 vidéos est immédiatement apparue. Chaque fichier était étiqueté avec un code court, K602, Club Tab 2018, Salon privé MIA, Session VIP là. Beaucoup de ces noms correspondaient à des mots-clés précédemment recueillis par le FBI au cours de son enquête de plusieurs années sur les faits hédonistes et les allégations d'inconduite sexuelle liées à Didi. Certaines vidéos duraient plus de 30 minutes, n'étaient pas du tout montées et contenaient des scènes explicites impliquant des personnalités connues des industries de la musique, de la mode et du cinéma. Dans un coin du coffre-fort, l'équipe a trouvé une enveloppe scellée portant la mention « à utiliser uniquement en cas d'urgence ». À l'intérieur se trouvait une liasse de reçus de virements bancaires qui ne mentionnaient pas l'expéditeur, mais chacun était signé à la main avec les initiales SC. Personne n'a pu confirmer avec certitude qu'il s'agissait de Chacombe, mais pour les enquêteurs, ces initiales étaient tout sauf inconnues. Immédiatement, l'agent principal du FBI a ordonné l'arrêt de toute la recherche pour rédiger un rapport formel distinct. Toutes les preuves ont été scellées sur place. 2 caméras miniatures ont été utilisées pour enregistrer toute la séquence des événements. La police judiciaire a été appelée à témoigner physiquement. Toutes les données ont été cryptées et transférées au siège à Washington en moins d'1 heure. La déclaration enregistrée par l'agent Haley, l'agent supervisant directement l'opération, selon le rapport officiel, disait « Nous sommes venus enquêter sur un suspect financier, mais lorsque nous avons ouvert le coffre-fort, tout le monde a retenu son souffle. » Le silence au sein de l'équipe d'enquête n'était pas dû au choc. Il provenait de la compréhension que ce qu'ils venaient de découvrir pouvait non seulement servir de preuve pour poursuivre quelqu'un. Il pouvait s'agir d'archives entières utilisées à des fins de chantage, d'un outil de pouvoir et de contrôle, ou d'une cache de sauvegarde de secrets connus uniquement des acteurs les plus influents de l'industrie du divertissement américaine. À la fin de la perquisition, à midi, les agents ont quitté l'appartement sans laisser la moindre trace. Pas un mot n'a été publié dans les médias. L'opération était parfaitement circonscrite. Mais au sein du FBI, tout le monde connaissait la vérité. Ils n'avaient pas simplement ouvert une porte dérobée menant à une pièce secrète. Ils avaient découvert tout un réseau de pouvoir qui opérait hors de portée de la loi depuis bien trop longtemps. Toutes les preuves ont été immédiatement transférées dans une zone de haute sécurité, accessible uniquement aux membres directement impliqués dans la force d'intervention spéciale RICO. Dès le départ, de nombreuses questions urgentes ont été soulevées, mais celle qui a retenu l'attention était le véritable rôle de Justin au sein du réseau que son père avait discrètement construit pendant près de 30 ans. Lors de la réunion à huis clos, une première hypothèse a rapidement émergé. Justin pourrait être le gardien d'actifs clés, un gardien qui ne donne pas d'ordre publiquement et n'apparaît pas sur les documents de l'entreprise, mais détient les biens les plus vitaux. Il s'agit d'une tactique courante dans les opérations du crime organisé, où les dirigeants fragmentent l'autorité et dispersent les preuves pour éviter des poursuites judiciaires. La configuration du compartiment secret, même sans serrure, indiquait clairement qu'il n'était pas destiné au stockage habituel d'objets d'usage quotidien. Il ressemblait davantage à une réserve d'urgence où l'on stocke des objets essentiels en toute sécurité jusqu'à leur utilisation. Dans ce contexte, la question s'est posée non seulement de savoir qui l'avait caché, mais aussi pourquoi il avait été laissé intact et préservé pendant si longtemps. Peu après, les enquêteurs ont découvert un indice crucial. À l'intérieur d'un téléphone de secours retrouvé dans le tiroir à côté du coffre-fort, se trouvait un enregistrement vocal inodore, conservé dans le dossier des brouillons. La voix était incontestablement celle de Justin. Ses paroles étaient brèves et brutales, presque comme enregistrées dans un moment de panique. « Papa, si je tombe, ils verront tout. » Ces 6 mots à eux seuls ont réduit au silence toute l'équipe d'enquête pendant plusieurs minutes. Si Justin n'était qu'un simple gardien, pourquoi laisser un message aussi menaçant? Que craignait-il en cas de chute? Et surtout, si tout était révélé, quelles seraient les conséquences? Était-ce la peur de l'arrestation ou peut-être un argument de négociation caché entre lui et son puissant père? L'inspectrice Anna Riva du LAPD,
qui suivait les déplacements de la famille Combe depuis 2023, a proposé un autre point de vue. Selon son rapport interne, Justine pourrait ne plus être totalement alignée avec son père. Elle a noté, une nouvelle génération tente de rompre avec l'ancienne structure du pouvoir, et Justine pourrait être menacée de l'intérieur. Parmi la multitude de documents conservés dans l'armoire en acier, la police a également découvert une lettre manuscrite, d'une écriture familière et penchée. L'analyse médico-légale a confirmé qu'elle correspondait à l'écriture de Quincy Brown, le demi-frère de Justine, adopté sous le toit de leur père. La lettre ne portait aucune date et ne contenait qu'une phrase glaçante, « Si vous conservez encore cette boîte, je n'en serai pas responsable. » Il n'y avait ni salutation, ni signature. Mais la phrase que cette boîte contenait, ainsi que la découverte par le FBI de vidéos et de documents hautement confidentiels, a incité les enquêteurs à s'interroger sur l'implication de Quincy. Ils ont ensuite retracé les interactions récentes entre les deux frères. La surveillance des réseaux sociaux a révélé que Justine et Quincy n'avaient pas interagi publiquement depuis près de 8 mois. Autrefois un couple proche, apparaissant ensemble lors d'événements et dans des magazines fin 2024, ils s'étaient désabonnés sur Instagram et d'autres plateformes, et n'avaient assisté à aucun événement ensemble. C'était un signe évident d'une relation brisée. Un autre détail qui a attiré l'attention des enquêteurs à l'intérieur de l'enveloppe scellée était une police d'assurance vie d'une valeur maximale de 12 millions de dollars. Le bénéficiaire désigné de la clause de décès était Quincy Brown. Ce ne pouvait être une coïncidence. Si Justine craignait sincèrement pour sa vie et avait signé une police d'assurance de cette valeur, désignant son demi-frère comme bénéficiaire, il était clair qu'il avait pris des précautions. Était-ce un échange, un accord forcé ou simplement un moyen de s'assurer le silence de Quincy? Les enquêteurs refusèrent de se cantonner à une seule théorie. Ils ne se précipitèrent pas pour qualifier Justine de victime, mais compte tenu de l'enregistrement vocal inodore, de l'avertissement manuscrit provocateur et de la dissimulation clandestine du coffre-fort pendant près de 3 ans, l'équipe émit une nouvelle hypothèse. Justine ne se contenta pas de protéger les documents, il les conserva comme une bouée de sauvetage, non pas comme preuve pour la justice, mais pour se protéger. Le FBI élargit immédiatement le champ de son enquête. Ils tracèrent chaque appel récent passé depuis le téléphone de Justine, examinèrent ses contacts avec son avocat personnel, son ancien assistant et des proches de longue date de sa famille. Une liste de 12 personnes fut établie. Des personnes probablement au courant du contenu des disques durs, dont plusieurs avaient vécu dans la demeure de Holly Hills, où Diddy organisait des réunions exclusives. Des rassemblements ultérieurement liés à des fautes professionnelles persistantes ont été découverts. Les premières conclusions ont révélé qu'en avril 2023, Justine avait fait appel à un service de déménagement spécialisé pour transporter une caisse en acier de 35 kg de Miami à Los Angeles. La facture d'expédition, toujours conservée dans les archives de l'entreprise de logistique, décrivait l'objet comme un simple bien personnel. Il devait être conservé intact. Rien d'étonnant. Il est fort probable qu'il s'agissait du coffre-fort contenant le disque dur. Si tel était le cas, Justine n'était pas un simple gardien. C'était lui qui le retirait activement du danger. Enfin, parmi la pile de factures se trouvait un petit bout de papier portant l'inscription manuscrite suivante. Si cet objet tombe entre de mauvaises mains, c'est toute l'industrie qui s'effondrera. Personne ne sait qui l'a écrit, ni ne peut confirmer qu'il était de la main de Justine. Mais tout porte à croire qu'une vérité bien plus profonde se cache dans ce sous-sol. Ce qui se cachait dans ce sous-sol ne concernait pas seulement Diddy, mais aussi les individus qui l'avaient soutenu trop longtemps, trop silencieux. Alors que le voile entourant de Justine commençait à se lever, les enquêteurs ont vite compris que l'enquête ne pouvait se limiter à un seul individu. Ils devaient examiner l'écosystème tout entier qui l'entourait. Ceux qui avaient autrefois côtoyé Diddy, partagé des repas, fréquenté les coulisses des spectacles, ou même vécu sous le même toit que la famille Combs. Parmi les noms qui ont émergé, 3 individus se sont rapidement distingués, Quincy Brown, Cassie Ventura et Janice Combs. Quincy Brown, fils de Kim Porter et du chanteur Al B, a été adopté et élevé par Diddy comme le sien dès son plus jeune âge. Pendant de nombreuses années, les images de Quincy et Justine apparaissant ensemble sur scène, grandes et petites, sont devenues un symbole de fraternité au sein de la culture noire à Hollywood. Un monde où les liens n'avaient pas besoin d'être biologiques pour se sentir comme une famille. Ils ont grandi étroitement liés et presque inséparables. Cependant, les choses ont pris une tournure différente après la mort soudaine de Kim Porter en 2018, un événement controversé, la cause officielle étant une pneumonie aiguë. Bien que certaines sources aient soupçonné une interférence extérieure, à partir de ce moment, le lien entre Justine et Quincy s'est progressivement éloigné.
Leurs publications communes se sont raréfiées, les accolades devant les caméras ont disparu. Et en 2024, les deux ne se suivaient plus sur les réseaux sociaux, un geste qui peut paraître anodin, mais qui constitue un signal froid et sans équivoque dans le monde du showbiz. Immédiatement après la perquisition au domicile de Justine, le FBI a découvert que Cassie avait supprimé tout le contenu, y compris les publications, les stories et les photos, de son compte Instagram personnel, qui comptait auparavant plus de 1,2 million d'abonnés. Les analystes ont vu là un signe évident de dissimulation des traces, un comportement souvent observé chez les personnes qui se sentent surveillées ou qui ont quelque chose à cacher. Cassie a été rapidement convoqué comme témoin spécial. Pendant ce temps, Cassie Ventura, la petite amie de longue date de Diddy et plaignante dans un procès civil en 2023, est revenue inopinément sur la liste d'enquête. Non pas parce qu'elle s'est manifestée volontairement, mais parce que son nom apparaît au moins 4 fois dans des clips vidéo retrouvés dans un coffre-fort de l'appartement de Justine. Toutes les vidéos associées à Cassie étaient de longs enregistrements non édités de fêtes privées à Los Angeles et à Miami. Dans ces clips, Cassie, bien que ne parlant jamais directement, est constamment présente dans un contexte passif, comme prise dans une situation indépendante de sa volonté. Une vidéo en particulier a particulièrement retenu l'attention. Cassie se tenait près de Justine, apparemment en pleine dispute avec un inconnu. Le son était flou, mais l'expression de Cassie traduisait clairement la confusion et la détresse. Le FBI a confirmé qu'à la fin de 2024, Cassie avait été placée sous protection spéciale des témoins après avoir accepté de coopérer et de fournir des preuves concernant Diddy. Cependant, tout au long de la procédure, elle n'a jamais mentionné l'implication de Justine, ce qui a incité les enquêteurs à se demander, Cassie retient-elle intentionnellement des informations ou est-elle sincère? Un détail qui a fait hésiter les enquêteurs plus longtemps que prévu, un enregistrement audio extrait d'une conversation téléphonique entre Cassie et son avocat. Son contenu n'a jamais été rendu public, mais archivé comme confidentiel dans des dossiers internes. Dans l'enregistrement, Cassie déclarait clairement, s'il trouve le disque dur, protégé de Justine. Il n'est pas comme eux. Sa voix tremblait et était lente, comme si elle venait de traverser une longue et pénible épreuve. Cassie n'a pas précisé qui il était, ni pourquoi Justine avait besoin de protection. Cependant, cette phrase a ouvert une toute nouvelle piste de spéculation. Peut-être que Justine n'était pas entièrement impliquée, ou peut-être qu'il possédait des preuves cruciales en guise de légitime défense. Alors que l'affaire prenait de l'ampleur, la dernière personne placée sous surveillance fut Janice Combs, la mère biologique de Diddy. Une femme souvent vue en arrière-plan, incarnant l'image d'une mère dévouée et exemplaire. Elle avait assisté à des cérémonies de remise de prix, à des lancements d'entreprises et même participé à quelques émissions de télévision aux côtés de son fils. Pourtant, au fil des ans, Janice n'avait jamais parlé publiquement des allégations contre Diddy, qu'il s'agisse d'abus, d'extorsion ou d'exploitation d'un réseau de mannequins illicites. Selon des documents internes, Janice est la seule personne à avoir un accès direct aux documents financiers originaux de Diddy, remontant aux années 1990, lorsqu'il se produisait encore sous le nom de scène de Puff Daddy. Un rapport de 2020 de l'Agence fédérale des impôts a confirmé qu'au moins 2 des prêts hypothécaires de Sean Combs étaient garantis par des actifs enregistrés au nom de Janice. Et ce n'était pas tout. Le témoignage d'un ancien assistant anonyme a révélé que Janice était présente lors d'une réunion à huis clos avec Diddy, Justine et un avocat inconnu à la mi-2022, une période censée marquer le début d'une campagne de nettoyage juridique en prévision d'événements inattendus. Quelques semaines seulement après cette réunion, le sous-sol de l'appartement de Justine était terminé. Bien que Janice n'ait pas été inculpée, la police a souligné que dans cette affaire, personne n'est véritablement exempt de toute responsabilité. Chaque individu détient une petite pièce du puzzle. Et ce qui rend ce puzzle si terrifiant, c'est que personne ne semble savoir qui détient la dernière pièce. Immédiatement après que toutes les preuves saisies dans l'appartement de Justine ont été téléchargées dans le système d'enquête fédéral, l'affaire codée Réchaud 504 DJ a été officiellement élargie. Auparavant, le FBI concentrait uniquement son enquête sur Diddy, car le principal suspect impliqué dans une série d'infractions, dont des allégations de blanchiment d'argent, d'agression physique et d'abus sexuels, était déjà suffisamment grave pour justifier une peine de prison de plusieurs jours. Cependant, à mesure que de plus en plus d'individus de son entourage étaient démasqués, notamment son fils, son ancienne compagne et sa mère biologique, les enquêteurs ont commencé à comprendre qu'il ne pouvait plus s'agir d'un acte criminel isolé. Une question majeure a alors surgi, s'agissait-il d'un réseau criminel bien organisé, opérant systématiquement à travers la famille, les entreprises et les médias, reflétant la structure d'une mafia? Suite à cette interrogation,
l'affaire contre Didi a rapidement été réorientée vers une enquête plus vaste en vertu de la loi RICO, Racketeer Influenced and Corrupt Organization Act. L'un des outils juridiques les plus puissants du système fédéral américain, utilisé auparavant pour démanteler les syndicats mafieux italiens, les cartels sud-américains et, plus récemment, les réseaux de cybercriminalité. Ce qui rend la loi RICO particulièrement redoutable, c'est qu'elle ne cible pas uniquement les individus, mais permet de poursuivre des systèmes entiers en cas de collusion avérée, y compris les donneurs d'ordre, les intermédiaires, et même ceux qui protègent les preuves ou tirent profit des activités illicites. Dans un rapport interne soumis au ministère de la Justice, l'unité d'enquête spéciale, RICO 504, a clairement déclaré « Ce que nous avons découvert à l'intérieur de l'appartement de Justine va bien au-delà des preuves criminelles conventionnelles. Cela ressemble au plan détaillé d'un réseau clandestin étroitement organisé, où chaque individu joue un rôle, maintenir le silence, gérer les risques et protéger le centre de pouvoir dont le chef n'est autre que Sean Combs. » À partir des vidéos non éditées retrouvées sur les disques durs, le FBI a pu identifier au moins 3 niveaux hiérarchiques d'individus impliqués. Le premier niveau comprenait les personnes directement impliquées dans les transactions de chair, les jeunes artistes, les mannequins et le personnel nouvellement recruté. Le deuxième niveau était composé de coordinateurs tels que les assistants personnels, les responsables médias, les gardes du corps et certains producteurs exécutifs. Le troisième niveau, le plus élevé, comprenait ceux qui détenaient tous les secrets, contrôlaient les finances, engageaient des avocats, orchestraient les silences et, parfois, signaient personnellement les paiements. D'après les preuves restantes, Justine ne faisait pas partie du premier niveau, mais plutôt du deuxième. Ce qui le distinguait, cependant, était la possession d'éléments susceptibles de révéler l'intégralité des opérations du niveau 3. Un courriel récupéré sur un périphérique de sauvegarde, envoyé par un ancien assistant de Didi, dont le nom a été censuré pour des raisons de protection des témoins, disait « Si Justine parle, tout s'effondre. » Il n'est pas stupide, mais il est terrifié. Dans une opération pyramidale comme celle-ci, chaque niveau ne joue pas seulement un rôle, il recèle également des secrets cruciaux. Quitter le jeu revient à menacer la survie du système tout entier. C'est pourquoi chaque individu est étroitement lié à la fois à l'intérêt personnel et à la coercition. C'est précisément pourquoi le FBI a adopté le terme « entreprise criminelle » plutôt que « inconduite individuelle » pour décrire le réseau entourant Didi. Les enquêteurs ont retracé toutes les activités financières de 2018 à aujourd'hui et ont découvert plus de 24 transactions financières majeures via Revolt Holdings, la société mère fondée par Didi. Parmi elles, au moins 5 ont été transférées à l'étranger sans description claire de l'objectif commercial. Il est à noter qu'une petite partie de ces transactions a été traitée via un compte filial au nom de Justine Combs. Bien que les montants ne soient pas exceptionnellement élevés, allant de 50 000 à 300 000 $, ils indiquaient clairement que Justine avait accès à des comptes de haut niveau, un privilège rarement accordé à une personne sans fonction officielle de direction. De plus, le FBI a découvert un nom de code récurrent dans les courriels internes de Revolt datant de 2022. Le nom de code, Keyboy, était souvent utilisé dans des directives telles que « envoyer les fichiers à Keyboy » ou « ne pas oublier de sauvegarder dans le dossier hors ligne Keyboy ». Après analyse des métadonnées des documents connexes, plusieurs analystes sont convaincus que Keyboy est en réalité Justine, celui qui détient les clés de toute l'opération. Et si Justine est vraiment le détenteur des clés, alors ce que le FBI a trouvé dans le sous-sol pourrait bien être le verrou final. L'enquête s'étend désormais à plusieurs États, de New York à la Floride, en passant par la Géorgie, où Didi avait organisé des événements, possédé des biens ou exploité des succursales. Les répercussions se propagent. Les procureurs, qui hésitaient auparavant à élargir l'enquête, sont désormais contraints d'agir. Le réseau est trop vaste. Les noms impliqués sont trop importants. Le nombre de personnes apparaissant dans les séquences vidéo saisies est bien trop élevé pour être ignoré. Ce n'est plus une question de discrétion. C'est devenu un véritable affrontement entre le système judiciaire et l'élite médiatique. Lors d'une conférence de presse à huis clos, le principal responsable fédéral de l'enquête a déclaré « Nous n'enquêtons pas sur un artiste solo. Nous enquêtons sur une organisation entière. » Ce qui complique encore la situation, c'est qu'une fois l'affaire relevant de la compétence du RICO, les personnes impliquées ne peuvent plus compter uniquement sur des avocats privés ou des accords transactionnels pour éviter des poursuites. En vertu du RICO, un procès devient obligatoire. Une procédure judiciaire complète doit avoir lieu. Dans ce contexte, chaque extrait de mail, chaque clip vidéo et chaque transaction pourrait être admis comme preuve juridiquement contraignante. Et Didi n'est pas le seul à être potentiellement poursuivi.
La liste provisoire des cibles du FBI s'est désormais allongée à plus de 18 personnes, dont des assistants principaux, des membres de Revolt, plusieurs anciens collaborateurs et, plus particulièrement, Justin Combs. Il n'est plus simplement considéré comme le fils d'une célébrité, mais est devenu un maillon essentiel d'un réseau criminel. Bien qu'aucun mandat d'arrêt officiel n'ait encore été émis contre Justin, selon plusieurs sources internes, une deuxième assignation à comparaître a déjà été préparée et pourrait être convertie en mandat de détention si des éléments indiquent qu'il a l'intention de détruire des preuves. Le fait que Justin soit en possession de disques durs, de fausses pièces d'identité et de virements bancaires, ainsi que de reçus, même s'ils n'ont pas encore été utilisés à des fins malveillantes, constitue déjà un motif suffisant pour l'accuser de dissimulation ou de complicité d'organisation criminelle. Justin se trouve actuellement à un carrefour périlleux. Soit il se porte témoin et bénéficie potentiellement de l'immunité de poursuite, soit il est entraîné dans le même piège que son père et l'empire qu'ils ont contribué à bâtir ensemble. 6e partie, répercussions et prochaines étapes. Depuis le début de la semaine, les États-Unis sont divisés par deux questions controversées, Justin Combs est-il complice ou simple pion? Et, plus profondément, que révèlent réellement les objets découverts par le FBI dans cet appartement? Ne sont-ils que la surface d'une structure de pouvoir cachée, qui existerait discrètement depuis des décennies? L'opinion publique a explosé. Des talk-shows politiques aux chaînes de télévision de divertissement, en passant par les podcasts culturels, tous les médias ont simultanément fait de cette affaire un point de mire. Les images de Justin, autrefois connu pour son élégance distinguée et ses apparitions lors de défilés de mode, sont désormais associées à des expressions telles que « disque dur noir » et « preuve de chantage », qui se répandent comme une traînée de poudre sur Internet. Un nom autrefois lié à des mots-clés tels que « beau soleil » ou « exemple éclatant de réussite » est aujourd'hui synonyme de suspicion. Le cercle de l'héritier s'est soudainement effondré, au point que lui-même n'a pas encore totalement digéré ce retournement. Cet effondrement médiatique a entraîné une cascade de conséquences financières. L'action de Revolt TV, déjà en chute libre après les premières accusations contre Diddy, a encore baissé de 19% en seulement 2 jours. Deux marques de mode ayant collaboré avec Justin ont discrètement supprimé toutes ces images de leur plateforme promotionnelle. Une chaîne de salles de sport de luxe à Los Angeles a également résilié unilatéralement son accord de cofondation avec lui, sans fournir d'explication. Mais les conséquences vont au-delà de la simple atteinte à l'image. Juridiquement, l'affaire pourrait durer des années. Selon des révélations du ministère de la Justice, l'affaire Rico a désormais été élargie à une catégorie appelée « membres secondaires de la famille », désignant des personnes n'ayant peut-être pas directement participé à des actes criminels, mais les ayant soutenus, dissimulés ou facilités. Parmi ce groupe, Justin se trouve dans la situation la plus précaire. Son avocat, Maître Charles Anmé, un avocat chevronné ayant défendu de nombreux grands noms de l'industrie du divertissement, a rapidement tenu une brève conférence de presse. Après que la nouvelle de l'incident du sous-sol se fut répandue, il a fait seulement 3 déclarations face aux caméras. Mon client ignorait totalement l'existence des objets stockés dans ce coffre-fort. Cette pièce a été rénovée en 2022 sans aucune directive ni intervention de sa part. Nous avons l'intention de coopérer pleinement avec le FBI. Le FBI a refusé de faire tout commentaire public, mais une source proche du dossier a confirmé que, bien que Justin n'ait pas été arrêté, il lui a été ordonné de ne pas quitter l'État de Californie. Son passeport a également été confisqué dans le cadre de l'enquête en cours. Par ailleurs, Quincy Brown et Cassie Ventura, 2 personnes dont les noms apparaissent dans les preuves recueillies, ont tous 2 reçu des assignations à comparaître supplémentaires. Ils sont restés silencieux face aux sollicitations des médias. Pendant ce temps, les réseaux sociaux restent profondément divisés. Certains estiment que Justin est simplement une victime de sa propre famille, un fils contraint d'assumer le rôle de gardien des secrets bien trop jeune. D'autres y voient la chute inévitable d'une génération élevée dans le privilège, ignorante du droit et de l'éthique, jusqu'à ce que tout s'écroule. Des experts médiatiques ont averti que si Justin ne faisait pas de déclaration officielle dans les 7 prochains jours, l'opinion publique pourrait faire exploser cette affaire et la transformer en véritable crise médiatique. Certaines sources spéculent même qu'il envisagerait de devenir un témoin coopérant pour les autorités, afin d'éviter des poursuites pénales. Mais cette voie est périlleuse, car elle l'obligerait à dénoncer l'ensemble du système, y compris le père qu'il a autrefois élevé et soutenu. Pourtant, tout demeure obscur. Personne ne sait ce que Justin pense. Personne ne sait exactement à quoi il s'accroche. Et personne ne peut affirmer avec certitude si les révélations du FBI constituent l'intégralité du dossier, ou s'il ne s'agit que du début d'un dénouement plus profond et plus complexe.
Ce qui était initialement considéré comme un volet secondaire de l'enquête sur Sean Diddy Combs est devenu, contre toute attente, un point d'éclair. Il a radicalement transformé la perception qu'a le public des dessous obscurs de l'industrie du divertissement américaine. Justin Dior Combs, autrefois perçu comme un modèle éclatant de la nouvelle génération hollywoodienne intègre et prospère, est désormais scruté avec suspicion. Jeune homme talentueux, il est peu à peu présenté comme le gardien des secrets les plus dangereux d'un empire au bord de l'effondrement. Ce qui a été découvert sous ce plancher en bois, des disques durs contenant des vidéos, des reçus de virements bancaires, de faux papiers d'identité ne constitue pas simplement des preuves pour une enquête. Il ressemble à une carte menant vers un monde souterrain, où pouvoir, argent et silence fonctionnent comme monnaie d'échange. Et au centre de cette carte se trouve non seulement Diddy, mais potentiellement toute une génération d'artistes, de managers, de mannequins et de proches ayant vécu sous ce voile de silence pendant de très nombreuses années. Désormais, la grande question n'est plus, Justin a-t-il commis un crime? Mais, combien d'autres détiennent les clés? Et si Justin a vraiment perdu le contrôle de ce disque dur? Quelle sera la prochaine chose à émerger?